Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 18 décembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous nous intéresserons aux victimes de la chasse. 2 mois après l'accident tragique de Montrion, une association a été créée en ce sens. Focus ensuite sur Saint-Gervais-Mont-Blanc pour Un jour, une station et une belle histoire enfin avec l'auteur de Biscantin et Biscantine. Mais avant toutes les réjouissances, Fanette, pour les titres du journal. Salut Fanette. Alors, ce soir, dans le journal, on va parler notamment d'une conférence sur l'état de l'eau qui a eu lieu ce lundi après-midi. Voilà, une conférence organisée par le département, les services de l'État pour réunir tous les différents acteurs. Problème de son ? Ouais, pour moi. Ah, pour toi. Et donc, tous les différents acteurs, on commence à sortir de la sécheresse après des longs mois de sécheresse. Mais donc, ça va permettre de faire un petit peu le point sur la situation. Et puis, un emballage 100% nature qui a été fabriqué, imaginé en Savoie. Voilà, donc ça c'est toi qui nous propose cette rencontre. En fait, ça évite les films alimentaires qu'on va jeter, utiliser, jeter. Donc là, c'est à base de cire végétale, donc on en saura plus tout à l'heure dans le journal. On enchaîne avec notre revue de presse. Le ski n'a peut-être plus la côte chez les jeunes. L'industrie du ski est en danger. Voilà, c'est-à-dire sur le site Alpine Mag. Donc c'est une étude qui a été menée par une agence indépendante qui s'appelle Pop Rock. Et elle montre effectivement le désintérêt grandissant de la nouvelle génération pour les sports d'hiver, le ski en particulier. C'est une étude qui a été présentée à Annecy début octobre au moment du High Five. Une réflexion signée Laureline Chopard et Anne Gallienne. 53% des jeunes Français qui ont été interrogés ne sont jamais au ski. Et en fait, ça ne les intéresse pas. Déjà, ils trouvent que ça coûte cher. Et voilà, c'est quelque chose qu'ils n'imaginent pas. Ils ont une image plutôt obsolète de la montagne et c'est ce qui paraît inquiétant. L'étude montre que la communication hyper industrialisée et standardisée sur l'offre ne laisse sûrement pas assez de place au côté expérience, lifestyle. Ça réduit un peu trop la montagne au ski. Alors, je pense que les stations travaillent sur cette problématique puisqu'ils vont être confrontés à ce manque de clientèle, entre guillemets, dans quelques années. Et donc, parmi les pistes de réflexion, redonner sa place à la montagne dans la fiction, ancrer la montagne dans les attentes et aspirations des nouvelles générations, des expériences plus adaptées aux usages des 15-25 ans, comme modifier les horaires des restaurants ou encore des loisirs, des salles d'escalade ouvertes tard le soir, etc. Donc voilà, pas mal de pistes de réflexion assez intéressantes. Il y a aussi le lien pour lire l'étude en intégralité. Tu as trouvé un chiffre assez alarmant concernant la pollution sur le lac Léman. Voilà, tu avais sûrement vu sur les réseaux sociaux ces images d'océans de plastique, donc côté mer et océan. Et donc, il y a une association qui s'est intéressée à cette problématique pour le lac Léman. Et donc, selon l'Association pour la sauvegarde du Léman, 50 tonnes de plastique seraient rejetées chaque année dans le Léman, donc c'est énorme. Selon l'étude, plus de 30 tonnes seraient issues de l'usure des pneus, 10 tonnes des déchets sauvages. Donc l'association souhaite organiser un colloque l'année prochaine pour réfléchir à des solutions à mettre en place pour lutter contre ce fléau. Et puis avec toi, on va commencer en parlant politique avec le fameux sujet de la fusion des deux départements. Oui, la fusion qui agite nos politiques depuis maintenant quelques jours. Maintenant, c'est Loïc Hervé, le sénateur de Haute-Savoie, qui s'est exprimé dans une tribune adressée à la presse. L'élu appelle à se poser les bonnes questions avant de prendre les bonnes décisions. Je cite ses propos. Pour rappel, Loïc Hervé fait partie des élus qui s'étaient opposés à l'époque à la loi NOTRe, qu'il jugeait néfaste à la décentralisation. En clair, l'ancien maire de Marnin milite pour la création d'une entité au pouvoir élargi, comme ce qui pourrait se faire du côté de l'Alsace. Il conclut en affirmant qu'il s'agit avant tout d'une opportunité historique. Donc voilà une prise de position assez claire de Loïc Hervé pour une fusion, mais élargie, pas une simple fusion. Et puis pour les amis des bêtes. Oui, une info qui peut faire sourire, mais qui est très sérieuse. Chambéry abrite un salon de toilettage avec spa et massage pour nos amis les chiens. Ça s'appelle les Chiens du Château. C'est son nom. Et ça propose donc des spas à l'ozone et des formules de massage, des prestations qui, selon les spécialistes, procurent moins de stress et de démangeaison pour les animaux. Il faut savoir que ces pratiques sont très répandues aux États-Unis et chez nos voisins italiens. Côté tarif, je suis allé faire un petit tour parce que tu m'avais posé la question sur le site internet. Comptez entre 30 et 45 euros pour les massages et entre 40 et 50 euros pour les spas. Donc c'est relativement abordable. Ça coûte moins cher que le toiletteur. Voilà. Donc c'est peut-être la solution d'avenir. Il faut choisir. Merci beaucoup, Fanette. À tout à l'heure. Et j'accueille mes deux premiers invités pour la rubrique Actu. Enchanté, Christine Jaillet,
Steven Downs. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors vous êtes tous les deux membres de l'Union des victimes de la chasse, une association qui a été créée après le drame de Montreuil il y a 2 mois. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche ? Ce qui nous a poussé, c'est l'état. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est sentis tous très choqués et attristés et seuls face à tout ça. Et le manque d'écoute du gouvernement et des drames qui se suivent semaine après semaine nous laissent complètement révoltés et choqués. Et on se dit, ça fait des décennies que ça dure. Il est temps de faire quelque chose au niveau national, de collecter un petit peu soit les incidents, les accidents, les presque accidents, collecter tout ça pour peser plus, pour faire entendre nos voix à tous. Alors, en plus de l'association, vous avez créé un site qui s'appelle www.victimes.chasse.fr. Donc la vocation, c'est recenser les accidents, les incidents de chasse qui ont lieu un petit peu partout en France. Oui, c'est ça. Nous avons créé le site dans la mémoire de Marc. C'est un très bon ami de moi. Et nous sommes, quand QCLD, nous sommes super choqués. Marc, il habite ici pendant longtemps. Il comprend la situation avec la chasse, il comprend la campagne, la réglementation. Et pour nous, c'est complètement dévasté la communauté. Et nous voulons faire une change. Sinon, il avait perdu son vie pour rien. Et ça, c'est la raison que nous avons créé le site pour collecter toute l'histoire et tout le témoignage de la victime. J'imagine que les témoignages que vous avez déjà pu recenser, ils sont très variés. Tout à fait, oui. On a, que ce soit des animaux de compagnie, du bétail, des ânes, des vaches, que ce soit une balle qui passe au-dessus de votre tête, ou que ce soit la veuve d'une victime, que son mari ait perdu la vie. On a des cavaliers qui ne se sentent pas en sécurité quand ils partent en balade, que ce soit des cueilleurs de champignons. C'est très varié. Oui, le surfeur en Finistère. On a aussi un témoignage de surfeur. Justement, dernièrement, les accidents, les incidents de chasse se sont multipliés. On pense à une balle qui a fini dans un salon en Savoie, ou encore très récemment une munition de gibier qui a explosé un appui-tête dans un TGV. C'est tout sauf rassurant, ce qui se passe depuis quelques temps là. Exactement, oui. Oui, pour moi, je ne comprends pas. Nous avons cette conversation ici dans un pays moderne comme la France. Et c'est un dommage, semaine après semaine, nous avons les accidents et chaque fois nous avons la même conversation, mais rien, ça change. Et pour moi, il avait les politiciens et la fédération, il avait les opportunités pour faire le changement, pour améliorer la réglementation. Mais il ne fait rien. Il ne fait rien après la mort de Gaël Lavie qui habite près d'ici. Il ne fait rien après la dame qui est tuée dans son jardin. Et maintenant, il ne fait rien encore. Et il n'y a pas d'excuse maintenant. C'est nécessaire. Il fait le changement. Et, parce que qui est prochain? C'est moi, c'est notre fils, je ne sais pas. Donc, alors, vous militez donc pour que le gouvernement, pour que les choses changent, et surtout pour que les familles des victimes, comme vous, les amis des victimes, soient plus encadrées? C'est ça, nous voulons créer un espace, une association pour soutenir les victimes, parce que ça, il n'existe pas aussi. Nous avons le support des associations comme Frapna et Aspas, qui offrent le support, mais ça, c'est le seul. C'est le seul, c'est pour les animaux. Mais si vous êtes victime, il n'y a pas une association. Il n'y a rien du tout. Le pauvre copain de Marc, Joe, Elle s'est retrouvée toute seule? Oui, elle est toute seule. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative, ça peut faire bouger les choses, notamment en termes de législation? Oui, on espère beaucoup. C'est l'objectif en tout cas? C'est l'objectif. On a une page sur le site qui est dédiée à nos idées pour la réforme nécessaire pour la chasse. Nous n'abordons que des sujets purement sécuritaires. Notre ligne, elle est absolument la sécurité à la chasse, comment l'améliorer. Et c'est absolument nécessaire, oui. Ouais. Il faut que ça bouge à ce niveau-là. Et la réglementation, c'est obsolète. Donc, c'est créé dans une autre... c'est trop vieux. Et maintenant, vous avez une restriction de 150 mètres d'une maison, mais vous avez le balle qui traverse 2 ou 3 kilomètres. Donc,
Donc, Il y a un décalage entre les deux. oui, mais ça, c'est Il y a un décalage entre la loi actuelle en France et avec la Les portée, armes, la portée. les balles disponibles et la puissance des armes disponibles. Donc, c'est des lois qui ont été écrites en 1986 ou voire plus vieilles que ça. Et aujourd'hui, les temps changent, les technologies changent. Donc, il faut absolument travailler sur une législation plus actuelle et arrêter que le gouvernement arrête de pas prendre le problème à bras le corps, quoi. Il faut le lobby, c'est une chose. Il y a un ras-le-bol général en France. Il faut vraiment que ça change. Il faut qu'on soit écouté maintenant. Depuis l'an 2000, plus de 360 morts, plus de 2600 blessés liés à des accidents et des incidents de chasse. Ouais. Sont des chiffres qui font peur. C'est des statistiques. Il y a des vraies vies derrière ces statistiques, des vraies victimes qui sont complètement ignorées et c'est des nombres scandaleux. Qu'on laisse faire comme ça encore en 2018 en France quand on se compare aux autres pays européens où c'est beaucoup mieux encadré, où il y a beaucoup plus de formation. On se rend compte, plus on creuse le sujet de la chasse, plus on se rend compte que moi j'ai honte d'être française et d'habiter dans un pays qui laisse faire des choses comme ça, tellement horribles. C'est pour le chasseur C'est pas aussi. encadré, pas assez bien encadré. Parce que c'est le chasseur qui avait perdu son vie. Maintenant, j'avais perdu 2 amis. Il y a beaucoup de chasseurs Donc, touchés eux-mêmes. Premièrement, oui. c'est les premières victimes. Oui. Et c'est pour ça qu'on les invite aussi à venir témoigner sur le site, puisque le changement doit venir de l'intérieur aussi. C'est vraiment 80% des victimes, je crois, si je m'avance, sont les chasseurs eux-mêmes. Donc on ne veut pas les mettre de côté sur ce site et on les invite aussi. On sait très bien que ça peut choquer certaines personnes, qu'on les prenne en compte, mais ils font partie du changement. Des victimes. Ils font partie des victimes, c'est les premières. Et bien sûr, ça fait beaucoup plus parler quand c'est un non-chasseur qui est touché. Mais on pense que oui, le changement doit venir de l'intérieur et qu'ils sont les bienvenus aussi sur le site. Ouais. Dernière question, vous dénoncez également le manque d'informations de ces zones à risque, comme ce fut notamment le cas pour votre ami Marc à Montrion. Oui. Donc, excusez-moi, je ne comprends pas exactement la question, mais oui. Donc c'est vrai que quand on regarde la législation en Haute-Savoie, il y a eu des progrès de fait. Quand on essaye de rentrer en contact avec le préfet, il nous dit oui, alors après la mort de Gaël Lavie au Semnoz, nous avons pris ces directives et puis les panneautages, voilà, il y a plus de panneaux. Mais dans le cas de Marc, nous on est sûr qu'il est rentré dans cette zone de chasse sans le savoir, il n'y avait pas assez de panneaux. Marc était très au courant qu'il y avait de la chasse à Montrion. Il pratiquait beaucoup le vélo, donc il les voyait souvent. S'il avait vu ces panneaux-là, il ne serait pas rentré en zone de chasse. Mais oui, il y a beaucoup de progrès à faire. En tout cas, pour votre venue, merci. Bon courage pour la suite de votre combat. Merci. Et on rappelle donc l'adresse internet du site. Donc c'est www.victimes au pluriel chasse.fr. Oui, s'il vous plaît, mettre son témoignage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Allez, on passe à notre rubrique Un jour, une station. On va parler ce soir de Saint-Gervais-Mont-Blanc avec Jocelyn Clévy et Oriane. Tiens. C'était bon. Bonsoir. 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 Alors vous êtes Jocelyn, le responsable événement de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et vous, Oriane, chargée de la communication du domaine skiable. C'est ça. Alors vous faites, vous, à Saint-Gervais, partie des stations qui ont déjà ouvert. Oui. Comment s'est passée cette ouverture-là? C'était splendide. Déjà, on a eu de la neige fraîche, donc c'était très sympa, tout blanc, les sapins tout blancs, et le grand soleil, donc c'était une très très belle ouverture ce week-end. Au niveau de l'enneigement, tout était parfait? Eh ben, c'est une belle année, on commence avec de la neige naturelle, donc c'est quand même très agréable à skier. Et donc, ça promet aussi une belle saison, vu qu'il a reneigé ces derniers jours. Donc là, on a déjà une petite couche de neige fraîche, bien agréable à skier. Alors à Saint-Gervais-Mont-Blanc, vous faites partie de l'entité Évasion Mont-Blanc. En quoi c'est important de faire partie de cet ensemble? Donc nous, aujourd'hui, quand même, ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est quand même d'avoir de la diversité dans les pistes, sur le domaine, mais aussi dans les paysages. Et c'est vrai qu'à Saint-Gervais, il faut savoir que quand même le domaine skiable Évasion, donc c'est une des grandes portes d'entrée du domaine skiable Évasion Mont-Blanc.
on a plus de 400 km de pistes, tout compris. Donc ça veut dire qu'on peut se balader toute la journée sans passer sur la même piste. Donc ça, c'est bien agréable. Et puis après, on va avoir des panoramas splendides sur les différents massifs et bien sûr sur le Mont Blanc. Jocelyn, j'imagine beaucoup de choses sont prévues là pour ces 4-5 mois de ski. Qu'est-ce que vous nous préparez du côté de Saint-Gervais? Alors nous, on vous propose beaucoup d'animations et sur les pistes et aussi en dehors des pistes. Quels sont les gros temps forts là pour cette Là, saison? le temps fort, là, on va commencer dans le vif du sujet dès le 26 décembre, puisqu'on va recevoir Lumière Saint-Gervais, donc c'est en lien avec la Fête des Lumières de Lyon. Et on va avoir 5 installations qui vont être installées au centre du village. Donc il y en a 3 qui ont été présentées à Lyon cette année, donc il y a 2 semaines, et qui seront présentes pendant cette Fête des Lumières. Et tous les soirs, les touristes et les locaux vont pouvoir profiter de ces lumières. Et on invite toutes les personnes de Haute-Savoie de proximité aussi à venir parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est très chouette aussi parce qu'à Lyon, il y a beaucoup de monde, alors que là, en fait, on est plus en intimité. Et donc, on peut profiter de ces structures extraordinaires vraiment sans avoir la foule autour. Donc, un accès vraiment proche, c'est très agréable. Voilà. Et avec Autre rendez-vous? Alors l'autre rendez-vous, eh bien après, ça va être dès le mois de janvier, on a beaucoup de rendez-vous. On a le Trophée Mer Montagne avec Éric Loiseau à la baguette. On aura notamment Franck Camas, François Gabard qui a fait des siennes pendant la route du Rhum. Et puis chez les montagnards, Aurélien Ducrot par exemple. Et puis un événement des remontées mécaniques. Et donc il y a un événement sur le domaine skiable qui n'est pas forcément lié au ski parce qu'aujourd'hui on essaye de faire des choses beaucoup plus larges. Et donc nous on est vraiment une station, une destination bien-être, bien vivre, que ce soit déjà avec les thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc ou tout ce qui est gastronomie. Et donc on a créé un événement sur le domaine skiable où il y a un panel d'activités et d'animations gratuites. Donc d'une part il y a des massages, il y a tout un village bien-être avec des massages, du yoga, des choses comme ça, donc très sympa. Après, on va avoir des choses plus sportives comme des initiations, ski de rando, des balades en raquettes et puis plein d'animations pour les enfants. Et évidemment, le clou du week-end, donc c'est bien sur 2 jours, le 19 et 20 janvier. Ça s'appelle le White Weekend. Et donc, il y a un spectacle gratuit avec un grand génie de l'illusion qui s'appelle Moula. Original en station. Ouais, sur les pistes. Et donc, vous avez parlé du ski, on a parlé du ski de randonnée avec Oriane. Ouais. Et donc, un événement du 22 au 24 février avec la compagnie des guides de Saint-Gervais-Valmontjoie. Et donc, le ski de randonnée qui est à l'honneur cette année avec 3 itinéraires balisés sur le domaine skiable et dont un itinéraire de nuit qui sera ouvert en nocturne. Donc, ça va être une nouveauté sur cet hiver. Ça permet vraiment de découvrir la montagne autrement. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et c'est vrai que c'est une activité beaucoup plus zen, on va dire, et qui permet de passer aussi dans des endroits où on ne peut pas passer forcément quand on est sur les pistes. Quand on est responsable événementiel comme vous, ça va être un vrai travail de fourmi là, pour arriver à trouver des événements pour toute une saison. Exactement. Et puis aussi, il y a des organisateurs qui viennent à nous d'un autre côté parce que voilà, on est victime de notre succès et ça intéresse beaucoup de gens de travailler avec Saint-Gervais. Mais oui, il y a du travail, mais il y a un bel écrin pour organiser plein de manifestations. Et on ne manque pas d'idées à Saint-Gervais, donc on trouve toujours de quoi alimenter. Et notamment aussi, depuis 35 ans, ce sera au mois de mars, le Festival Mont Blanc d'humour, qui est une valeur sûre dans le milieu de l'humour. Et donc, on va recevoir encore cette année de très, très bons artistes. Caroline Vigneault, qui était déjà venue il y a quelques années pour le tremplin, et cette année qui vient en soirée de gala, Guillermo Guis, qui fait partie des 13 meilleurs humoristes français de 2018. Et puis un tremplin de jeunes talents qui nous a été présenté, qui nous a été préparé par le Point Virgule, voilà, qui est une référence dans le milieu à Paris. À savoir que les réservations sont ouvertes pour le festival et que les places partent très très vite. C'est une super idée de cadeau. Voilà, et c'est une très bonne idée de cadeau de Noël. En parlant de cadeaux, je rappelle à nos téléspectateurs, aux internautes, comme chaque soir, vous avez la possibilité de gagner des cadeaux estampillés aujourd'hui Saint-Gervais-Mont-Blanc. Rendez-vous sur notre compte Instagram avec un hashtag. Il doit y avoir un hashtag forfait, un hashtag peluche peut-être, parce que je sais qu'on gagne des peluches. Elle est là, moi je l'avais pas vu. Charlotte, hashtag Charlotte la marmotte. Donc voilà, si vous voulez gagner, et n'oubliez pas, c'est un tirage au sort. Pour en revenir au domaine skiable, beaucoup d'investissements, un programme d'investissement conséquent a été présenté sur 30 ans. Là aussi, c'est la marque qu'on a envie de progresser. Exactement. Aujourd'hui, évidemment, on se doit, par rapport à l'évolution des attentes des clients, de développer le domaine. Alors non seulement de façon assez technique sur les installations elles-mêmes, d'avoir des installations plus confortables, plus modernes, plus sécurisées.
Et on développe aussi autre chose, c'est-à-dire une nouvelle offre qui va être une offre 4 saisons avec, par exemple, des espaces qui vont pouvoir être utilisés autant l'hiver que l'été et qui vont donner vraiment, par exemple, en été, des points de développement avec des parcours à thème et des possibilités de balade vraiment pour les adultes comme pour les enfants ou des familles avec des enfants en bas âge. Merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite une très bonne saison. Et ben nous, Merci on va à y vous. retourner vite, Exactement. vite dans nos Profitez-en bien. montagnes. À bientôt. Bonne À saison à bientôt. tous, merci à vous. Merci. Allez, on passe notre dernier invité ce soir, la rubrique culture avec monsieur Bruno Ekman. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes auteur, Oui. notamment d'un nouveau livre pour les tout petits, Voilà. Biscantin et Biscantine à la neige, ou l'histoire de 2 petites marmottes savoyardes. Transition toute faite avec la... Exactement, avec la marmotte D'où précédente. ça vous est venu? Ça m'est venu du constat qu'il y avait beaucoup de livres sur la Savoie, qu'il y avait beaucoup de livres pour les enfants, mais qu'il y avait peu de livres qui soient pour les enfants et qui parlent de la Savoie. Donc à partir de ce constat-là, je me suis dit qu'on pourrait faire un livre sur des marmottes, donc l'animal emblématique de nos pays, et qui permettrait aux tout-petits de découvrir et d'apprendre à connaître notre belle région. Comment est-ce que vous avez trouvé l'inspiration? Eh ben, comment on trouve l'inspiration? Donc j'ai eu l'idée de 2 marmottes. Le nom fait référence à un produit du terroir, Du cidre. puisque le Biscantin, le fameux cidre de la vallée de Serraval. Et puis après, eh ben, j'ai inventé une histoire, voilà, aidé d'un petit compagnon qui est mon fils, qui a 11 ans, il est un peu grand, mais enfin il se souvenait des livres que lui-même lisait, que je lui lisais quand il était petit, donc il y avait plein d'expressions enfantines que je lui dois. Et puis c'est comme ça, l'histoire s'est construite. Au niveau de l'écriture, c'est pas toujours facile au début, parce qu'on écrit pour des enfants, donc il faut des phrases simples, courtes, un vocabulaire accessible. Justement, l'écriture pour enfants, le monde du livre pour les enfants, c'est quelque chose que vous connaissiez? Pas du tout. Alors moi, je suis journaliste à l'Almanach Savoyard, je suis aussi auteur par ailleurs, mais là, pas du tout. C'était un peu un saut dans l'inconnu, donc on tâtonne un peu au début, et puis une fois qu'on a compris qu'il faut écrire simplement, mais après, on peut raconter une histoire. Les enfants, c'est des éponges, ils comprennent tout. Et puis la volonté aussi, et je crois l'originalité de ce livre, c'était j'ai voulu faire un peu un concept qui permette de créer un lien intergénérationnel entre celui qui lit, ça peut être le père ou le grand-père qui lit à son fils ou à son petit-fils, en mettant à chaque page des petites pastilles révélant des anecdotes sur la géographie, l'histoire, la faune, la flore de la Savoie. Voilà, c'est ce qui fait un peu, je crois, l'originalité On peut le voir là sur les écrans. Sais-tu que Étoile des Neiges est le nom d'une chanson très connue en Pays de Savoie? Voilà, Du coup, ça donc- permet aussi de se cultiver. Voilà, il faut jamais tarder à se cultiver, même quand on est tout petit. Non, mais ça permet, entre celui qui lit et celui qui écoute, les enfants, ils posent beaucoup de questions, etc. Donc, on leur parle de marmotte, on leur dit, est-ce que tu sais qu'une marmotte, ça hiberne l'hiver, etc. On leur parle de mouflon, tiens, d'où ça vient le mouflon? Étoile des Neiges, on en parle. Voilà. Donc, c'était un peu cette idée-là, à la fois de faire une histoire pour les enfants, mais aussi de leur faire découvrir nos pays, leur originalité, leur singularité, leur richesse. Elles sont comment ces 2 petites marmottes là? Eh ben, elles sont bien réussies déjà. Donc c'est une jeune illustratrice et talentueuse qui s'appelle Stéphanie Roux. Donc on a travaillé avec elle pour développer les personnages. Alors c'est un premier livre de... Justement, j'allais venir. C'est le début d'une aventure? Eh bien, on l'espère on espère, c'est presque sûr, hein, puisqu'on travaille déjà sur le 2e tome qui devrait paraître au mois de juin prochain. Et l'idée, c'est de lancer une collection et de faire de Biscantin et Biscantine des personnages récurrents du paysage savoyard pour les tout-petits. Ça fait un beau cadeau de Noël là pour... Ça fait un beau cadeau de Noël, c'est pas cher, hein, c'est 6 €, donc un livre, c'est jamais très cher. C'est utile, on peut le lire plein de fois, c'est recyclable, tout est parfait. Le livre est bien. Pour en venir à votre travail de collaboration avec l'illustratrice, comment est-ce qu'on trouve cette complémentarité? Eh ben, en fait, on a fait, c'est que d'abord j'ai écrit l'histoire, après elle l'a illustrée, et puis après c'est une série d'échanges entre l'auteur et l'illustrateur. L'éditeur aussi a son mot à dire. Tout s'est fait en bonne entente, en concorde, et on essaye on ajuste, on dit tiens, la phrase là elle va pas bien, le dessin il faudrait rajouter ça,
Voilà, ça se fait assez naturellement. Chacun écoute l'autre, chacun émet ses idées, etc. Et c'est grâce à cette émulation, le livre se fait. Alors vous me disiez, c'est un début dans l'univers des livres d'enfants. Le premier test est concluant, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, alors j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Vraiment, une fois qu'on a... Au début, je pensais que ça allait être plus facile. Bizarrement, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, bon, j'ai écrit des livres et des romans par ailleurs, donc je me suis dit... Alors, au début, on tâtonne vraiment un petit peu parce qu'il faut vraiment trouver sa voix. Sa voix et sa voix aussi. Joli. Voilà, merci. Et voilà, une fois qu'on a trouvé le style, après, ça vient assez facilement. Voilà. Et c'est vraiment un exercice agréable. Une fois que j'ai écrit l'histoire, je l'ai fait lire à 2-3 recrues de très jeune âge. Oui, alors lui, il a 11 ans, il est déjà un peu plus grand, mais enfin, il m'a donné d'ailleurs 2-3 idées. Ça a été mon nègre, voilà, payé en carambars. Et puis on l'a fait lire à 2-3 mamans et 2-3 petits enfants en bas âge. On a pu ajuster, etc., etc. Et finalement, c'est un exercice assez agréable, oui. Oui. En quoi c'était important un livre estampillé Savoie pour vous? Ben parce que ça ne se fait pas beaucoup finalement. Les livres jeunesse, j'en ai lu beaucoup quand mes enfants étaient petits. Je traîne parfois dans les librairies au rayon jeunesse. Donc ça borde tous les thèmes. Et assez curieusement, il y en a peu qui parlaient de la Savoie, de nos pays. Et on s'est dit vraiment que là, il y avait un concept à développer. En accent vraiment, et les autres aventures, on peut tout imaginer. Ils pourront aller se promener à Chambéry, à Annecy, à Chamonix, etc. La Savoie, les Savoies sont tellement riches qu'on n'est pas prêt d'épuiser la collection. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Ekman. On rappelle donc le titre. Biscantin et Biscantine, À en la vente, neige. 6 €. Voilà. À bientôt. Merci à vous. Allez, Fanette est de retour pour les titres du JT, qui débutera dans quelques minutes. On va parler des conséquences de la sécheresse qui ont été étudiées lors d'une grande conférence sur l'eau. La conférence départementale en Haute-Savoie avec les différents acteurs. On commence à sortir de la sécheresse, c'est-à-dire que pour les cours d'eau, ça va mieux. Par contre, pour les nappes phréatiques, etc., il y a tellement eu de retard qu'il faudra un peu plus de temps, donc on fera le point sur la gestion. Et puis un emballage qui pourrait révolutionner le quotidien. Voilà, c'est toi qui as été voir cette jeune entrepreneuse savoyarde, je crois que c'est en Savoie, donc qui a imaginé des emballages alimentaires réutilisables à base de cire végétale. Donc tu nous proposeras un petit portrait tout à l'heure. Merci beaucoup Fanette, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. Après la pub, ne quittez pas, à tout de suite.